Good morning, everyone. Can you hear me? Janine, can you hear me? Okay. I think we're going to start the webinar. Thank you very much for being here. My name is Marisabel Gonzalez. I'm the Program Director for Trade Support Services at TFO Canada. And with me, I have Janine Mendoza, who is the Project Manager for Trade Support Institutions, and Yoralsi Lopez, who is our interpreter. For those, for the attendees, I just wanted to tell you that we have interpretation available, English to French. So you just have to click the interpretation icon in the bottom, at the bottom of the screen, and select the language that you would like to hear the webinar, either English or French. So this is the Preventive Control Plan Complying Canadian Requirements webinar, and today I'd like to go first through some tips to make the webinar run smooth and be efficient with the time. So basically, we ask all to mute your microphone during the webinar. If you have any questions, please use the chat. If you have any technical difficulties, please write directly to Janine. She will be able to support you in case you cannot hear, you're having some issues, technical issues. My recommendation based on experience is if you have any connectivity problems, exit the room and enter again. That maybe could be one of the solutions. Also, we will launch a survey almost close to the end of the webinar. Is that we would be grateful if you can answer during the. It will take only 1 minute. It will be during the session, and Q&As will be at the end of the presentation. The presentation will take about 30 to 35 minutes. And then we will have 15 minutes for Q&A. So for those who have questions, just write your questions in the chat pod, in the chat area section, and our guest speaker will be able to answer them. Having said, go through these tips, I'd like to introduce now our guest speaker and associate Yvonne Bertrand. Yvonne since 2007, and after 34 years as Canadian Food Inspection Agency executive, has provided expert advice in the area of food safety to various institutions and sectors, including the Canadian federal government. From 2008 to 2020, as an auditor for NSF International, he performed over 900 audits based on GFSI and HACCP standards of food processing establishments in North America. As an executive of the Canadian Food Inspection Agency, as a consultant, he collaborated with local animal health, plant health, and food safety and industry ministries in the development of a standard based on international organizations in various countries in Latin America and the Caribbean, Africa, and Asia. He has developed and delivered programs and inspector training manuals to local organizations to ensure the proactive implementation of inspections and audits about the various food regulations, standards, policies, and procedures by local governments. So, Yvonne, it is a pleasure to have you here to be able to enlighten us and educate us a little bit about the preventive control plans and some regulations. So the microphone is yours. Sorry, Yvonne, you are mute. Now I'm fine. I'm okay. Je suis correct maintenant. Donc, bonjour, good morning, buenos dias pour à tous les participants. C'est un plaisir d'avoir accepté la demande de Marie-Isabelle et de TFO de participer.
et de partager les connaissances au niveau de la réglementation canadienne et de parler un peu en détail du plan de contrôle préventif. On va essayer de faire ça le plus simple possible, le plus élémentaire. Bien entendu, les réglementations existent dans tous les pays. Les réglementations canadiennes sont basées également sur les normes internationales, que ce soit le Codex alimentaire, tout ce que les organismes internationaux ont établi. Le Canada suit un peu la même approche au niveau des contrôles qui sont en place, justement pour favoriser le commerce de façon très positive, mais tout en respectant la santé des consommateurs. Donc, la présentation, la prochaine acétate. Next slide. OK. Donc, on va parler aujourd'hui d'introduction rapidement. On va parler du programme de contrôle des importations qui existent par l'Agence canadienne et par Santé Canada et, bien entendu, l'Agence des services frontaliers. Également, on va parler très spécifiquement des exigences réglementaires. Pourquoi le programme d'inspection est en place? Il y a eu des changements réglementaires en 2019 au niveau de la nouvelle réglementation qui s'applique. On va en parler un peu plus en détail. On va parler plus spécifiquement et en détail des contrôles préventifs. Et c'est là que les exigences canadiennes sont pas mal plus précises en fonction des importateurs canadiens. Mais également, ça vous amène justement en tant qu'exportateur de l'Amérique du Sud, des Antilles, des Caraïbes, de l'Afrique ou de l'Asie, à respecter ces exigences-là ou à répondre aux besoins des importateurs canadiens. Par la suite, on va parler un peu de documentation. Qu'est-ce que ça vous exige ou qu'est-ce qui est exigé à l'importateur canadien et ce que vous devez fournir en même temps. Et finalement, le plancher sera ouvert justement pour vous permettre de soulever les questions. Compte tenu du matériel, il y a des fois des terminologies qu'on utilise, puis ça va être important pour vous justement de clarifier ces points-là. Il ne devrait y avoir aucun élément obscur à la fin de cette rencontre ici. Vous avez le temps de poser les questions d'usage. Donc, la prochaine, acétate. Next slide. Donc, on parle bien entendu le rôle de l'Agence canadienne, on parle aliments, mais bien entendu, il y a d'autres règlements. Ce n'est pas seulement la loi sur les aliments et drogues, la loi sur la salubrité des aliments au Canada, mais il y a tout le volet également de la réglementation qui s'applique en fonction des maladies, en fonction de tout ce qui est les insectes qui peuvent être. Vous avez sûrement vu au niveau des aéroports à travers le monde les contrôles qui sont exercés pour s'assurer qu'on a un contrôle sur les ravageurs, autant des maladies animales que des maladies végétales. Donc, si on importe ou si vous exportez au Canada des fruits et légumes frais, des produits laitiers, des viandes, bien entendu, c'est sujet non pas seulement aux normes des contrôles préventifs qu'on va discuter aujourd'hui, mais il y a aussi l'exigence d'avoir en place des contrôles au niveau sanitaire et phytosanitaire. Donc, bien entendu, le programme vise les contrôles à des points stratégiques. On ne parle pas seulement à l'arrivée au Canada, mais le Canada travaille également de façon préventive en travaillant avec les pays étrangers pour s'assurer qu'ils ont en place des réglementations, des contrôles par les organisations gouvernementales pour permettre justement ces contrôles-là au départ, au lieu de que vous exportiez un produit au Canada et qui doivent être retournés, il est mieux d'avoir ces contrôles en place-là au niveau étranger, au pays, à partir du pays exportateur. Bien entendu, ces contrôles-là évoluent avec les années. Vous voyez des machines de rayon X, il y a des programmes avec des chiens détecteurs, il y a des programmes aussi où lorsque les pays exportateurs ou qu'il y a des demandes des personnes comme vous aujourd'hui qui voulaient exporter vers le Canada ou vers l'Amérique du Nord, bien, il est important à ce moment-là de discuter avec les organismes réglementaires dans votre pays pour s'assurer que les normes sont équivalentes et qu'il y a un programme d'inspection qui est en place qui permet justement de vous donner cette assurance-là, puis de donner l'assurance à l'importateur canadien. Donc, c'est toutes des technologies modernes, des outils qui ont été mis en place
au niveau canadien, justement, pour le contrôle, a priori, des produits avant qu'ils quittent le pays de fabrication pour être exportés en Amérique du Nord ou que ce soit l'Union européenne. La prochaine diapositive. Donc, on va parler maintenant du programme de contrôle des importations. La prochaine, c'est TAT. Donc, on importe, comme vous voyez, ce n'est pas une mince tâche pour le personnel d'inspection. Il y a certains pays qui vont contrôler à 100%. Ici, le Canada importe de plus de 494 pays. Donc, comme je disais tantôt, on favorise le marché. On a des exigences, bien entendu, mais on assiste au niveau de tous les pays. À cause de la multi-ethnie au Canada, bien, il y a des intérêts, il y a des besoins au niveau de divers produits qui ne sont pas nécessairement fabriqués au Canada. Il y a plus de 5 millions de transactions d'importation par année à travers plus de 150 ports d'entrée, que ce soit des ports d'entrée terrestres, des ports d'entrée maritimes, des ports d'entrée aéroportuaires, les courriers, la poste, avec la venue de tous les systèmes en place comme Amazon et autres systèmes semblables. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de contrôles exactement qui sont effectués à tous les ports d'entrée. Il y a une surveillance proactive et un ciblage des produits. On va parler un peu plus tard d'un système que le Canada a mis en place il y a peut-être 25-30 ans, qui s'appelle le SARI. Et bien entendu, on parle également d'information. Il est toujours important de fournir l'information facile d'utilisation pour toute personne qui veut exporter. Ou l'importateur canadien doit être en mesure de savoir quelles sont les exigences en vertu d'un pays, que ce soit le Pérou, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Vietnam, que ce soit les Philippines. Bien, ce programme-là qui est mis en place, cette surveillance-là, on est en mesure d'établir quelles sont les exigences à partir de chacun des pays et pour chacun des produits ou chacune des matières premières qui pourraient être importées au Canada. Ce ciblage-là, bien entendu, est fondé sur les risques. On va parler un peu plus tard des risques. Bien entendu, on cible des produits ou qui ont été déjà trouvés non conformes. Je regardais justement ce matin dans la presse un peu au niveau international et au niveau des rappels. Donc, au niveau de chacun des pays, il y a des rappels et le Canada n'est pas différent des autres pays. Et on s'assure à ce moment-là que les produits qui ont été la cible de rappel dans d'autres pays, bien, sont tout de suite ciblés au niveau des produits canadiens qui pourraient être importés. Donc, on va parler des risques tantôt. Et de maintenir des règles de jeu équitables pour les producteurs nationaux et étrangers. Avant la réglementation actuelle, avant 2019, il n'y avait pas nécessairement d'exigence de licence au niveau des importateurs et c'est ce qui a été changé en 2019 avec la nouvelle réglementation. Et on va revenir avec plus de détails dans les prochaines acétates. Prochaine acétate. Donc, c'est au lieu d'avoir 7 ou 8 règlements distincts qui existent, on a parlé de la loi sur la salubrité des aliments au Canada. On parle également du règlement attaché à la loi, qui est le règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Et il y a également le règlement sur les aliments et drogues. Ce sont les trois principaux outils de réglementation. Pour toute personne qui veut l'exporter ou importer au Canada, il est important d'avoir une Bible ou un seul document qui vous permet d'obtenir ces informations-là. Et c'est ce que le Canada a fait il y a 25 ans environ. Justement, ça s'appelle le SARI, c'est le système automatisé de référence des importations. Vous avez simplement à aller sur le site de l'Agence canadienne ACIA Salubrité et de cliquer ou de rentrer le code SARI et ça va vous donner à ce moment-là la plateforme pour poser toutes les questions. Le système, c'est recherche par produit ou via le code harmonisé. Au niveau de douane, au niveau de tout le commerce international.
Il y a un code, il y a des codes harmonisés pour chacun des produits que vous allez exporter vers le Canada. Donc, il s'agit de prendre d'abord le code de 2 chiffres qui va décrire le chiffre 01, c'est les viandes ou les animaux. 02, ça va jusqu'à 99. Donc, il est important d'abord d'identifier le produit, le code. Si vous allez sous code harmonisé également, ça va vous donner l'information exactement du produit. Si vous utilisez un courtier dans douane, les courtiers sont très, très, très familiers. Et c'est important, bien entendu, d'utiliser le code harmonisé, en plus de la réglementation dont je vous parle actuellement, au niveau des tarifs. Il y a certains pays, ou plusieurs pays, donc vous, probablement plusieurs d'entre vous avez des traités de libre-échange avec le Canada. Ça vous amène justement à revoir un peu quels sont les tarifs qui sont applicables aux produits ou à l'ingrédient que vous voulez exporter au Canada. Mais le but premier du SARI, c'est de vous dire en détail quelles sont les exigences qui s'appliquent. Donc, vous entrez le premier code, vous entrez le type de produit, vous entrez bien entendu votre pays, vous entrez la destination et quel est l'usage final. Est-ce que c'est un produit qui va être transformé au Canada? Est-ce que c'est un produit qui va être déjà emballé? Est-ce que c'est un produit pour la recherche et développement? Donc, il y a plusieurs spécifications et vous avez à cliquer directement sur la bonne section et ça va vous donner dans le document les exigences. Bien entendu, l'exigence est prévue en fonction de votre collègue qui est importateur au Canada. Donc, vous devez d'abord avoir un importateur, on va revenir, mais c'est l'importateur qui doit respecter la réglementation canadienne. Mais en revenant un peu plus tard au niveau de ses exigences à lui ou à elle, comme importateur ou importatrice, c'est de s'assurer que vous, en tant qu'exportateur, vous avez des contrôles en place, assurant que votre produit est salubre. Donc, je vous invite, là, justement, avec le SARI, à travailler beaucoup. C'est un document facile d'utilisation qui vous donne justement les données en fonction, bien entendu, du produit transformé, de l'élément que vous allez noter, et ça va vous donner l'information. Prochaine diapo. Donc, on a parlé tantôt au niveau des risques, comment le Canada contrôle au niveau de l'importation à travers 5 millions d'entrées par année et de 194 pays. On ne peut pas inspecter tous les produits. Donc, on se base sur la charge de risque. Quelle est la charge? Comment on définit la charge de risque? C'est le danger et l'exposition du produit. Le danger, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de cas qui peuvent être justement rapportés en fonction de, on parlait de danger microbiologique, on peut parler de danger chimique ou on peut parler de danger physique, on peut parler d'allergènes, donc c'est tous les dangers qui sont partis justement du danger. Et en plus de ça, c'est quoi l'exposition? L'exposition, est-ce que dans ce cas ici, dans le cas d'un produit ou d'un ingrédient, est-ce que l'exposition, elle est fréquente? Est-ce qu'elle est rare? Est-ce que ça se produit une fois par année? Est-ce que ça se produit à toutes les semaines? Donc, c'est là qu'on calcule la charge de risque. Donc, quels sont les facteurs inhérents au produit? Bien entendu, c'est ce qu'on va regarder. C'est quoi le type de produit? C'est quoi le volume de produit qui est transigé? Tout ça a un impact. Bien entendu, on parle localement du produit destiné à une population vulnérable. Qu'est-ce qu'on entend par population vulnérable? Bien entendu, c'est les personnes âgées. Je vais me faire une référence à moi. Ça parle les personnes, les femmes enceintes et les jeunes. Donc, c'est toi, si le produit est vise des suppléments alimentaires pour les personnes âgées, bien entendu, vous allez être à risque élevé. Si ça touche les enfants, comme les aliments pour bébés, les produits qui visent justement à la nutrition des jeunes enfants, votre produit va être sur une alerte élevée pour être justement inspecté, vérifié plus fréquemment. Et quel est l'usage prévu? S'il y a une transformation ultérieure versus une consommation directe. S'il y a une transformation ultérieure, il y a
des capacités au Canada dont on peut intervenir pour assurer qu'ils ont les éléments de contrôle en place. Si c'est une consommation directe, le contrôle qui va s'exercer sera au niveau des grossistes ou des détaillants. Donc, encore là, il va y avoir une plus grande vérification si c'est consommation directe versus si tu as un établissement déjà reconnu, déjà enregistré au Canada, ayant des facilités que les inspecteurs canadiens connaissent. Donc, on a regardé au niveau du produit, qui est l'élément 1. Donc, on regarde, bien entendu, par la suite, c'est les facteurs d'atténuation. Au niveau du pays d'origine, tantôt je parlais de la réglementation dans chacun de vos pays d'origine. Quelles sont les reconnaissances en place? Il y a plusieurs pays qui ont signé des équivalences au Canada où le personnel de l'Agence canadienne a déjà été dans votre pays pour justement s'assurer que la réglementation était appliquée. Qu'il y avait une réglementation, que la réglementation visait à réduire, contrôler ou éliminer les dangers biologiques, physiques ou chimiques, et justement que cette entente-là, ce contrôle qui était en place dans chacun de vos pays, assurait justement cette équivalence-là et cette salubrité des produits. Il y a des accords internationaux également. Il y a les pactes au niveau du Pacifique. Il y a l'entente de l'Amérique du Nord avec le Mexique, États-Unis, Canada. Il y a l'entente avec les pays d'Europe également. Donc, il s'agit de regarder au niveau des accords internationaux. Mais ça ne change pas la réglementation qui doit être appliquée au niveau de la salubrité des produits. Finalement, il y a des facteurs d'atténuation. C'est la création en l'an 2000 de toute la section GFSI, c'est-à-dire Global Food Safety Initiative, ou l'Initiative mondiale en matière de salubrité des aliments, qui a été créée par l'industrie. C'est une certification, excusez, tantôt, Marie-Isabelle indiquait que j'avais fait des audits de 2008 à 2020 pour NSF International, et c'est un peu le rôle qu'on jouait au niveau d'une certification internationale privée. Donc, l'industrie a établi des normes elle-même, basées un peu sur les connaissances au niveau salubrité. Et ça touche vraiment les contrôles préventifs qu'on va parler plus tard. Ça touche également les HACCP, là, qui est Hazard Analysis, Critical Control Point, ou analyse des dangers et maîtrise des points critiques. Et de s'assurer justement que sur une base annuelle, ces vérifications-là ont lieu pour assurer que les gens rencontrent les normes. Enfin, finalement, après avoir parlé du produit, après avoir parlé que le pays a des normes ou que l'industrie a fixé des normes au niveau des contrôles internes avec une certification privée, vous avez les facteurs de conformité qui sont les résultats d'inspection. Si dans votre pays ou dans votre industrie, dans votre pays ou une fois arrivé au Canada, 100% des produits sont conformes, bien entendu, le système d'inspection va en tenir compte et va réduire sa fréquence d'inspection. Si un produit ou un lot sur deux est non conforme, ben, c'est entendu que ça va être ciblé et probablement à 100% jusqu'au jour où la situation va être sous contrôle. Et ça s'applique à tous les pays. Je vais donner un exemple. La laitue ou certains autres produits, les fraises, exemple, qui nous viennent presque annuellement de la Californie, où on a des problèmes avec des problèmes microbiologiques, que ce soit Listeria ou que ce soit E. coli ou que ce soit Salmonelle. Bien entendu, ces produits-là deviennent ciblés à 100% et on contrôle systématiquement, des analyses sont en place et même le pays ou la Californie, l'État de la Californie aux États-Unis, doit mettre en place un programme d'analyse à 100% des lots qui sont acheminés vers le Canada. Et bien entendu, il y a tout le système de plaintes et rappels au niveau de l'historique du produit, au niveau de quelles sont les fréquences. Le Canada a mis en place, met en place à chaque année des surveys ou des vérifications au niveau du statut de l'industrie. À chaque année, on établit peut-être 1000, 15 500 échantillons
en fonction d'un allergène. Et à ce moment-là, ça va être au pur hasard, c'est-à-dire qu'on ne cible pas les compagnies. C'est vraiment une surveillance de l'industrie. Je vais donner comme exemple au niveau conformité un programme qui est en place, qui est de plus en plus à l'avant-garde, c'est les fraudes alimentaires. Vous avez sûrement entendu parler de fraude alimentaire, c'est un exemple. Ou au niveau que ce soit l'huile d'olive ou que ce soit certaines viandes ou certains autres produits qui sont soit falsifiés, modifiés, ou on leur donne des réclames qu'ils n'ont pas nécessairement. Donc, à ce moment-là, il y a un ciblage et on établit à ce moment-là le niveau de conformité. Si on parle de produits spécifiques, je donne l'exemple des viandes où on parle de 98 de conformité, alors que dans d'autres cas, au niveau des épices, entre autres, on parle plus de 70 de conformité selon le système de surveillance canadien. Donc, automatiquement, la charge au niveau facteur de conformité va augmenter et les prochaines années, on va avoir un contrôle plus restrictif au niveau des épices et de tous les produits similaires qui pourraient rentrer au Canada. Puis, de toute façon, c'est de l'information qui est disponible et qui est à l'échelle mondiale. On va vers le prochain acétate. Bien entendu, là, on va ensemble, comme on a parlé au début dans l'introduction, on va parler d'exigences réglementaires. Donc, on parle des deux principales lois. Je ne parlerai pas de la loi en fonction de l'Agence des services frontaliers. L'Agence des services, communément appelée douane, c'est eux qui, au premier port d'entrée, qui ont le contrôle sur vos produits. Mais le contrôle qu'ils vont exercer, c'est plus au niveau monétaire, au niveau taxation. Les lois qui s'appliquent en fonction de la salubrité des aliments, c'est les deux qu'on voit ici. La loi et le règlement sur la salubrité des aliments au Canada. La loi est récente et date de 2012 et le règlement date de 2019. Donc, il est assez approprié. On parle de tous les contrôles préventifs, ils sont très ciblés dans les règlements, avec l'analyse des dangers, avec les points de contrôle critiques. Puis là, c'est un point important pour vous, c'est que la responsabilité de la conformité des produits, c'est sur l'épaule de la personne qui possède la licence. Donc, ça ne vous décharge pas de vos responsabilités, mais la responsabilité de la personne, le règlement vise la personne qui vit au Canada ou qui importe. Donc, c'est important de dire le titulaire de la licence. En tant qu'exportateur, vous n'avez pas à vous procurer une licence, mais c'est votre personne qui est l'importateur résident canadien, qui est le gardien de votre produit et c'est sur lequel la personne, le gouvernement canadien peut agir. S'il y a un produit qu'on devrait retourner parce qu'il ne rencontre pas la norme, la réglementation canadienne ne peut pas vous obliger en tant que résident dans un pays de l'Amérique du Sud, de l'Asie, de l'Afrique ou des Antilles ou des Caraïbes, à vous forcer à le ramener chez eux. Mais sauf qu'on a action sur le résident canadien, l'importateur canadien. C'est pour ça que ça respecte toutes ses ententes à lui. Lorsqu'il demande une licence, il nous confirme ainsi qu'il possède la documentation et les contrôles préventifs en place. On va revenir plus en détail sur les diverses sections du règlement. Bien entendu, il y a la loi sur le règlement, la loi et le règlement sur les aliments et drogues. La loi et le règlement sur les aliments et drogues, bien entendu, c'est d'abord les symboles nutritionnels, c'est l'appellation des produits, c'est toute réclame, allégation que vous pouvez faire et en fonction de certaines nomenclatures précises où on va parler de la composition des produits. Je donne l'exemple de l'huile d'olive où les normes sont spécifiques dans la loi sur les aliments et drogues et c'est basé sur l'aspect santé des produits. Prochaine acétate. Donc, le règlement sur la salubrité des aliments et drogues, c'est les aliments au Canada. On parle de licence requise pour l'importateur. Lui ou elle, comme importateur ou importatrice, doit avoir une licence. S'il n'a pas de licence, il ne peut pas l'indiquer sur la facture d'importation
et il sera automatiquement ciblé, arrêté et retourné au pays d'origine. Il doit également, selon le règlement, avoir lui ou elle, avoir des programmes de contrôle préventif écrits, exigés chez l'importateur pour obtenir sa licence. Et tenir des registres qui sont clairs permettant de retracer la source d'approvisionnement des éléments et élaborer, bien entendu, des procédures de rappel et de plainte. Donc, la personne qui est l'importateur ou l'importatrice doit tenir compte de ces exigences-là. Il s'est engagé, lorsqu'il a demandé une licence, à avoir tous ces éléments-là, les plans de contrôle, l'analyse des dangers, la vérification des points critiques et des registres qui démontrent que tous les jours qu'il fabrique ou qu'il importe des produits, il y a ces éléments-là, il y a des contrôles en place. Prochaine diapo. En tant qu'importateur canadien, assurance que les aliments importés ont été fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés, étiquetés dans des conditions qui garantissent au moins le même niveau de protection que celui prévu aux exigences 47 à 81, lequel on va parler dans la prochaine de cette étape. Donc, il y a équivalence tout le long de la chaîne. C'est-à-dire, si vous exportez vers le Canada, l'importateur, l'importatrice doit s'assurer que vous avez les mêmes éléments que s'il obtenait un produit québécois, canadien. Détermination et l'analyse des dangers doit s'opposer l'importateur à le fait que les mesures de contrôle sont en place et qui sont éliminées ou réduites. Et finalement, les plaintes. Prochain élément, prochaine diapo. Plan de contrôle préventif démontre que votre fournisseur étranger a mis en place un système de salubrité des aliments qui satisfait aux exigences du règlement. On va passer plus en détail. Ça, c'est très prescrit au niveau de la section 89 du règlement sur les aliments, sur la salubrité des aliments, où on parle de tous les contrôles préventifs. Votre programme de contrôle préventif à titre d'importateur contient des mesures de contrôle prises par votre fournisseur étranger pour prévenir les dangers. Donc, lui ou elle, en tant qu'importateur ou importatrice, doit s'assurer, ce n'est pas de dire envoyez-moi le document, mais il y a plus cette assurance de dire vous avez les contrôles en place. Comment toute cette documentation-là, on va le voir dans les prochaines diapositives. Prochaine diapo. Donc, on va parler des contrôles préventifs tout le long de la chaîne alimentaire, aidant à prévenir les dangers, la salubrité. J'ai soumis un peu dans le bas de cette page le lien avec un document qui existe à l'Agence canadienne comme audit interne. Ce document-là vous est fourni, vous avez à cliquer sur le lien et ça va vous donner toute la section des programmes préalables ou des contrôles préventifs de la section 47 à 89 du règlement sur la salubrité des aliments. Et vous avez à répondre un peu aux questions en disant l'assainissement qui est effectué dans l'usine est fait de telle façon et rencontre les exigences, puis vous avez à dire oui ou non. Mais c'est un outil de travail que je vous confie, que je vous convie à regarder et à regarder un peu en détail. Là, on va passer rapidement, vu au temps, mais c'est un outil très, très facile d'utilisation et qui va vous lister justement à travers des tableaux quelles sont les exigences et comment vous les rencontrez déjà. Ça se veut même un excellent questionnaire à compléter, advenant que vous voulez exporter au Canada et que votre importateur, importatrice recherche une documentation. Ça sera peut-être un premier document de discussion en disant, ben voici les contrôles préventifs que j'ai en place en fonction de chacune des sections du règlement. Prochaine étape. Donc, on va passer plus en détail les contrôles préventifs. Prochaine. Donc, les contrôles préventifs, en quoi qu'on y discute, bien entendu, c'est visé à réduire. Si vous avez des bonnes conditions environnementales, si vous avez des bons contrôles préventifs, ça vous évite d'avoir des dangers plus tard lorsque vous terminez votre fabrication. On parle de bâtiments et les équipements. On parle de nettoyage et d'assainissement. On parle de la lutte contre les rongeurs. On parle des approvisionnements, c'est-à-dire les matières premières que vous recevez,
que ce soit au niveau matière première, que ce soit au niveau ingrédients et que ce soit au niveau emballage. On parle aussi de la réception, transfert et transport des ingrédients, des produits finis, la formation du personnel, l'hygiène et les bonnes pratiques de personnel et le contrôle des allergènes et des matières étrangères. Donc, ça se veut les 8 programmes contrôle préventif qui sont en place au Canada, que chaque compagnie canadienne doit rencontrer, mais ça se veut également pour l'importateur, l'importatrice, la norme pour laquelle le lieu va se baser pour se retourner vers vous pour dire à quel moment, de quelle façon vous rencontrez les exigences, puis vous réduisez avec les contrôles préventifs en place les dangers d'avoir un produit qui contienne des dangers microbiologiques, chimiques ou physiques. On va passer en détail chacun de ces éléments-là maintenant. Prochaine acétate. OK. Donc, bâtiment. On a essayé de rendre le plus court possible, ça ne définit pas, mais comme je disais, le tableau, le lien que je vous ai donné tantôt va passer un peu en revue ces éléments-là. Donc, bien entendu, ce qu'on vise, c'est qu'à l'extérieur, l'environnement, 1 kilomètre autour de votre bâtiment, est-ce qu'il y a des possibilités de contamination? Si vous avez une usine d'équarrissage ou si vous avez un plant de ciment ou si vous avez des environnements dont il y a une senteur, dont il y a des éléments qui peuvent contaminer de façon aérienne l'intérieur de votre bâtiment, ce n'est pas très approprié. Bien entendu, on parle également de l'environnement immédiat. À l'intérieur de l'usine, les murs, les plafonds, les planchers, ce sont tous des éléments. Est-ce que c'est lavable? Est-ce que ça permet l'entretien de façon régulière de vos produits? Est-ce que ça permet justement de contrôler l'entrée d'insectes, de rongeurs dans votre établissement? On parle maintenant des locaux plus spécifiques. OK. On parle des locaux plus spécifiquement. On parle de conception, de construction intérieure, d'éclairage. Est-ce que vous êtes en mesure de voir ce que vous faites? Est-ce que l'éclairage est protégé pour éviter tout bris de verre ou de plastique qui pourrait tomber dans votre produit? Une ventilation pour éviter condensation, pour éviter que la contamination ait lieu par des autres intérieurs, l'extérieur de l'édifice. Comment les déchets en cours de production, les résidus qui sont non comestibles, sont éliminés de la source de la zone de transformation. On parle d'installation sanitaire au niveau des employés. Est-ce que vous avez des vestiaires, des lave-mains qu'on voit? Est-ce que vous avez tous les éléments en place qui permettent à votre employé, à vos employés, de porter les vêtements, de s'assurer qu'ils ont pu se laver les mains, qu'ils ont pu porter le bonnet, qu'ils ont pu porter les vêtements protecteurs. On va y revenir. Et, bien entendu, l'eau. L'eau potable là, en tout temps. Et si la glace est fabriquée à partir de l'eau, bien, ça faut que ça soit potable également. On passe au prochain acétate, prochaine diapo. Donc, on parle d'équipement. On parle d'équipement, bien entendu. On parle d'équipement de matériaux lisses, non corrosifs, non absorbants, exempts de fissures qui facilitent, s'il y a des fissures, bien entendu, ça rend l'assainissement très, très difficile. On parle d'accessibilité au niveau permettant le nettoyage. On parle de drainage également. Je n'irai pas en détail, bien entendu. Lorsqu'on termine la production et qu'on lave avec des produits de sanitation, est-ce qu'il reste des produits à l'intérieur ou des produits de lavage qui peuvent contaminer, justement? Il y a eu des rappels majeurs au Canada et aux États-Unis et ailleurs qui font en sorte que c'est un danger très grand au niveau de s'assurer que le produit, les équipements sont séchés et qu'ils contiennent aucune matière qui peut permettre justement la survie d'un colis de salmonelle. Si c'est humide, si c'est contient des protéines, c'est l'endroit idéal pour salmonelle, listeria, un colis, pour se propager et se multiplier de façon très rapide. On parle d'installation, bien entendu, au niveau des équipements, comment ils sont installés. L'entretien préventif, il n'y a rien de mieux qu'une machine qui fonctionne bien. Ça fonctionne bien, ça vous permet de produire et ça évite des contretemps, ça évite des arrêts lors de production, ça évite des arrêts, ça évite les arrêts qui vous, justement, avoir des produits sur la ligne
qui peuvent justement amener une contamination croisée. Et l'étalonnage. Calibration, on s'assure que les thermomètres que vous utilisez sont très fonctionnels, vous donnent la bonne température. Surtout, on parle dans l'étalonnage des éléments qui sont en lien avec les points critiques que vous pourriez avoir dans la transformation de vos produits. On parle de cuisson, on parle de refroidissement, on parle de balance. Lorsqu'on fabrique des recettes, il est important que les ingrédients soient correspondants à la recette. Donc, les balances sont importantes et vous avez les autres outils également. Si vous avez des détecteurs de métal ou des tamis, c'est important que ces produits-là ou que ces éléments-là soient étalonnés de façon appropriée. Prochaine étape. On parle de transport, transfert et entreposage. Il y a beaucoup de contaminations qui se font malheureusement avec le transport. Le transport doit se faire dans des camions ou dans des véhicules qui sont propres, entretenus, nettoyés. On s'assure que lorsqu'on transporte des aliments, on évite de transporter des produits chimiques ou des produits qui pourraient être des facteurs de contamination croisée. Et la température, si ce sont des produits qui doivent être réfrigérés, on ne peut pas transporter ça dans des camions sans réfrigération ou sans congélation. Donc, la température, les ingrédients, les emballages, les produits finis, on s'assure au niveau de l'entreposage qu'il n'y a pas de contamination croisée. Et la norme, c'est qu'on ne met pas de produits directement sur le plancher. Les produits doivent être surélevés pour assurer qu'il n'y a pas de contamination. Prochaine acétate. Nettoyage, bien entendu, ça dépend des secteurs, bien entendu. Si on parle d'usines de transformation, la fréquence, c'est quotidien ou à tous les 24 heures, dépendamment de quel produit. Ça varie selon les produits. Mais c'est toujours en fonction des connaissances et des facteurs que vous avez en place. Bien entendu, si on parle de farine, c'est différent que si on parle de produits humides, de viande ou de produits laitiers. Mais il y a des fréquences qui sont établies et selon le pays, puis encore là, on peut se baser sur le codex où on va vous donner des éléments. Mais le survey ou l'élément, le document que je vous ai mis la référence tantôt peut vous donner des indications à ce sujet-là. Bien entendu, on parle de contrôle des produits chimiques, que ce soit des assainisseurs, que ce soit des produits à forte concentration en chlore. C'est quoi que vous utilisez, quelles sont les protections personnelles, mais de s'assurer que vous utilisez les bonnes concentrations. Et il y a aussi l'inspection pré- et post-opérationnelle, c'est-à-dire que vous vous assurez qu'à la fin de l'assainissement en fin de journée ou en fin du 24 heures, vous faites une inspection pour s'assurer que tout est propre, mais au cours des prochaines 12 heures, s'il y a pu avoir une intervention, automatiquement, il devrait y avoir une inspection préopérationnelle. Et à ce moment-là, la personne va évaluer que tous les tables, tous les équipements sont propres, l'environnement est propre et vous pouvez à ce moment-là débuter l'opération. Pour s'assurer de tout ça, il y a des programmes en place qui existent. Si vous êtes en contrôle, ça va. Sinon, il y a de l'échantillonnage de l'environnement. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait quotidiennement. Selon les risques, selon la charge de risque que vous avez, vous pouvez établir un échantillonnage mensuel, trimestriel, annuel, qui vous assure justement que, comme on dit chez nous, les gens qui font le ménage font un très bon travail. Donc, leur responsabilité à eux, c'est de s'assurer que tout est propre, comme à la maison, et qu'ils sont en mesure de dire je suis satisfait. Et pour moi, les produits qu'on va fabriquer aujourd'hui vont être salubres. Prochaine diapo. La formation. La formation, c'est probablement un des secteurs clés. Si votre personnel est en mesure, sait bien ce qu'ils ont à faire, cela va vous éviter beaucoup de problèmes. Donc, on parle d'une formation. Dès que la personne rentre à votre service, il y a une bonne formation en hygiène alimentaire, il y a une formation technique et il y a tout le programme d'hygiène général d'hygiène alimentaire. Des bonnes pratiques. Ce qui doit être fait dans une usine et ce qui ne doit pas être fait. Il y a des pratiques qui sont interdites dans une usine alimentaire. Il y a les effets personnels des employés.
la mode du téléphone cellulaire, téléphone cellulaire, si vous aviez à prendre un écouvillonnage, c'est-à-dire frotter sur un tissu l'endos et la surface du téléphone, on serait tous surpris de découvrir un peu les virus, les bactéries qui peuvent être sur le téléphone. Donc, c'est un outil qui est vu par beaucoup de monde comme étant essentiel, mais lorsque les employés sont au travail, ça ne devrait pas être un outil essentiel. Ça devrait être dans une case, dans une sacoche, dans un endroit sécurisé, mais pas sur le plancher de transformation. Bien entendu, on doit contrôler la circulation des employés. On ne doit pas passer de la zone cuite à la zone crue ou de la zone emballage à la zone crue ou vice-versa, de passer de la zone crue à la zone de produits finis. Il y a un risque de contamination croisée. Il y a également le contrôle des visiteurs. Ce n'est pas un magasin ou ce n'est pas un centre commercial que vous avez, c'est une usine qui permet de transformer des aliments. Donc, les visiteurs, c'est uniquement les gens qui ont une responsabilité qui peuvent être là pour la réparation, mais en tout temps, lors des périodes de transformation, le nombre de visiteurs devrait être très, 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 très limité. Et finalement, il y a l'état de santé des employés. Il faut s'assurer que tous les employés sont en bonne santé, on l'a vu avec COVID, mais c'est important aussi au niveau maladies qui peuvent se transmettre aux aliments. Prochaine diapo. Lutte contre la vermine et les rongeurs, bien entendu. Il faut avoir un programme écrit. Quels sont les systèmes de contrôle en place? Est-ce que vous avez des outils, des collants, des produits chimiques à l'extérieur ou des dispositifs de lutte que vous avez en place justement pour prévenir l'entrée de rongeurs, de vermines ou d'insectes dans votre établissement? C'est des vecteurs de contamination, donc c'est encore là un élément que vous devez avoir en place et que vous devez prouver, comme tous les autres précédemment, à votre importateur, que vous avez les contrôles en place. Prochaine diapo. Un autre point très important, on parlait de formation et c'est probablement le deuxième qui amène justement avec les plaintes et rappels, mais je veux surtout souligner l'aspect traçabilité. Donc, c'est important pour vous d'avoir un dossier de plainte, vérifier les actions correctives. Vous ne voulez pas à chaque journée avoir des rappels, mais au niveau des méthodes de rappel, vous devez avoir une excellente approche de traçabilité. Autant lorsque vous faites la transformation de votre produit, vous devez regarder une étape avant, c'est-à-dire l'ingrédient dont vous avez acheté de votre fournisseur, et l'étape après, qui est l'exportation vers le Canada, de s'assurer que vous avez en tout temps la démarche. Votre système de documentation s'assure que vous avez exactement le numéro du lot pour aujourd'hui, vous avez la quantité de produits, quels sont les ingrédients qui vous ont permis de produire l'ingrédient avec l'ingrédient matière première et emballage, mais vous avez également de savoir quels sont les acheteurs du lot en question ou les parties du lot pour s'assurer que s'il y avait un rappel, vous êtes en mesure de rappeler 100% du lot. Et bien entendu, il y a l'étiquetage. On parle de code du lot, code de fabrication, date de fabrication, les éléments qui vont vous permettre de rappeler le produit. Prochaine diapo. Il y a les contrôles opérationnels, allergènes, vous devez avoir, ou votre importateur va avoir la liste des allergènes au Canada. Il y en a 11. On parle bien entendu du blé, des produits laitiers, du poisson. Donc, on va peut-être les énumérer plus tard. Mais aussi, c'est important d'avoir les contrôles sur les allergènes. Les taux sont de plus en plus évidents. Les maladies reliées aux allergènes sont de plus en plus fréquentes également. Donc, il y a également les additifs et les nutriments. Votre importateur, votre importatrice doit être familier avec quels sont ceux qui sont permis. Et c'est là qu'on touche un peu à la loi sur les aliments et drogues qu'on parlait tantôt. On parle de colorants, de stabilisants, d'enzymes, de préservatifs. On parle de types de vitamines, des minéraux, des acides aminés. Donc, c'est tous les ingrédients autres que les ingrédients primaires qui doivent être également contrôlés. Et au niveau des contrôles opérationnels, finalement, il y a les contrôles des matières étrangères.
comment vous contrôlez toute contamination avec le bois, le métal, le verre et le plastique au niveau de votre établissement. C'est pour ça que tantôt, lorsqu'on parlait d'équipement, on fait un entretien régulier et on s'assure à ce moment-là qu'il n'y a pas de danger de contamination physique. On parlait du contrôle du verre au niveau du bâtiment. C'est là que ça rentre en ligne de compte pour s'assurer que vous n'avez pas de contamination. Prochaine étape. Donc, l'exigence en regard de vous en tant que fournisseur, et vous devez avoir un programme de salubrité en place basé sur les principes du Codex alimentaire, le HACCP. Identification des risques biologiques, chimiques et physiques pour chaque ingrédient et chaque matière première et chaque emballage. Et également au niveau de chaque étape de production. Quand on parle de la réception jusqu'à l'expédition, vous avez probablement de 4 à 14 étapes de fabrication et de transformation. Chacune de celles-ci doit être identifiée pour dire quels sont les risques de danger potentiels et comment je les contrôle, via un contrôle préventif ou via un point de contrôle critique, que ce soit la cuisson, que ce soit le refroidissement, que ce soit un contrôle spécifique à chaque lot. L'identification des points critiques et la surveillance appropriée. Donc, on a un peu de par le dessin, un peu les dangers. On parle de bleach, on parle de produits chimiques, on parle des peanuts au niveau des allergènes, on parle de verre brisé au niveau danger physique et on parle de la tranche de pain qui peut être un danger biologique. Prochaine étape. Donc, rapidement, au niveau du HACCP, on a la description des produits, l'énumération des ingrédients, le diagramme de production. C'est ces trois éléments principaux qui vont vous permettre justement d'identifier les dangers ou les dangers potentiels. Le schéma de l'établissement au niveau de la circulation. Et c'est là que par la suite, vous allez identifier les dangers biologiques, chimiques et physiques pour chaque étape. Les mesures de contrôle et si vous avez des points de contrôle critiques. Bien entendu, je reviens. Critique, c'est la discussion avec l'importateur, l'importatrice ici au Canada que vous allez discuter pour dire, ben, moi, je le considère comme un danger critique. Je ne veux pas faire un rappel de produits au Canada qui devrait en réalité contrôler au point d'emballage dans le pays de fabrication. Prochaine étape. Donc, on parle ici de documentation. Je vais juste faire un arrêt d'une minute où on vous convie à aller sur le site et je vais peut-être laisser Marie-Isabelle prendre le lead pour expliquer le survey ou le questionnaire qu'on vous a envoyé ou qui est joint à la présentation. Marie-Isabelle? I am. Thank you, Yvonne. Thank you so much. We're going to take only 1 minute of your time to complete 5 questions. Janine is going to launch this survey right now. Please do answer those questions. This is important for us to get your feedback and input and to improve our webinars and also our learning tools that we're producing constantly on the website. So Janine, would you mind to launch okay, it's here. So please go ahead. It's 1 minute, answer the questions, and then we can finalize the presentation. Thank you. If you have any issues, let me know. Just write in the chat that if you have issues to complete or to answer the poll. And Janine, I think you're the one looking at how it's progressing, the poll. So let us know when if you can see any answers. But I'm seeing some answers running right now. So thank you guys. Please do.
I can see the progress now, Janine, so we have it here. Thank you. So we're making some progress. Thank you. Keep going. We'll close it in 1 minute. Few more seconds and we close. So okay, we're going to close and end the poll, and then Yvonne can finish the presentation. Thank you so much for your feedback. Merci beaucoup. Donc, on termine au niveau des prochains documents. Il ne reste que quelques étapes, mais on tombe vraiment dans les points suite à ce qu'on a discuté. Les contrôles préventifs, bien entendu, c'est de les avoir en place, mais c'est de s'assurer également qu'on les vérifie, qu'on les surveille et qu'on y approche à des mesures correctives lorsqu'il y a des écarts qui sont vérifiés et qu'on a. Mais tout ça doit être identifié ou mesuré ou en mesure d'être documenté. Donc, si on parle de la documentation qui est requise, bien entendu, comme on parlait de points critiques, comme vous savez, les tests, les mesures, c'est lorsqu'on parle de cuisson, vous savez tous comment faire cuire l'aliment parce que vous avez déjà mis ces produits-là en marché dans vos pays respectifs. Donc, il est important de savoir que ça a pu tuer les bactéries, les virus ou les toxines qui auraient pu être présentes. Ça permet justement, au niveau des contrôles préventifs, que vous ayez des observations. Je donnais l'exemple tantôt dans les évaluations ou l'inspection préopérationnelle. Lorsque vous ou la personne qui est responsable dans votre compagnie de s'assurer que c'est propre, ce n'est pas suffisant de dire oui, oui, j'ai vérifié et c'est propre. Il faut que ce soit confirmé par écrit. La salle les équipements de transformation ont été inspectés, c'est conforme. En ayant identifié, bien entendu, comment on définit conforme. C'est propre, il n'y a pas de surface glissante, il n'y a pas de résidus de produits sur les tables, tout est propre, l'environnement est propre également. Donc, c'est confirmé par écrit. C'est ce qui est important et c'est ce que l'importateur canadien ne vous demandera pas, mais va vous demander que vous avez ces contrôles-là en place. Il peut demander un audit, il peut demander une vérification, il peut revoir certains. Les exigences sont entre vous en tant que partenaire, exportateur et importateur. Mais ce que l'agence va vous demander en tant qu'importateur, quelles sont les garanties que vous avez de la part de votre fournisseur approuvé, étranger,
comme quoi qu'il applique les contrôles préventifs de façon satisfaisante. Bien entendu, cette surveillance-là, que ça existe à diverses fréquences. On ne vous demandera pas de vérifier l'entrepôt à tous les heures, mais ça va toujours être basé sur les endroits les plus à risque où on va augmenter la fréquence de surveillance. Ça vous prend également un programme de rectification, c'est-à-dire de mesures correctives, advenant qu'il y a un écart qui se produit, de quelle façon allez-vous corriger? Et s'il arrive un élément que l'importateur reçoit votre produit et dit, OK, ben, j'ai reçu, mais je ne suis pas satisfait avec l'étiquetage que vous avez, le numéro de lot n'est pas présent, il manque des ingrédients dans la liste, vous devez fournir un plan d'action corrective qui va corriger non pas seulement ce lot-là, mais tous les incidents similaires qui pourraient se produire dans le futur. Donc, ça exige un certain contrôle en place où vous avez vous-même une rencontre avec votre personnel, que ce soit vos superviseurs ou les personnes sur le plancher de production pour s'assurer que cette correction-là est efficace, c'est-à-dire qu'elle prévient tout incident futur dans le problème. La vérification, bien entendu, c'est fait de façon aléatoire, c'est-à-dire que vous avez la surveillance qui est établie selon des fréquences établies. La vérification peut être effectuée par quelqu'un d'indépendant pour s'assurer que oui, les programmes que vous avez en place sont bien fonctionnels et me permettent un contrôle conforme. Lorsqu'on parle de validation, bien entendu, la validation, c'est un autre élément, c'est surtout en fonction de vos points de contrôle critiques. Je vais vous donner l'exemple typique qu'on utilise, la cuisson ou la pasteurisation. Lorsqu'on dit, on parle de cuisson, on parle de 72 degrés, on parle de 80 degrés ou 72 degrés pour 15 secondes. Bien, à ce moment-là, il faut qu'on valide via soit des tests que vous faites ou tout simplement de la littérature scientifique que vous pouvez avoir de vos universités, des collèges ou des associations de production qui vont vous dire, oui, ces critères-là sont toujours valides, des recherches ont été faites, et à chaque fois qu'on a fait des analyses selon les points critiques ou les limites critiques que vous avez établies, ça donne les bons résultats. C'est ce que ça prend à ce moment-là pour justement valider votre système en place. La prochaine diapo. Là, on parle de justement, là, vous entrez en business, vous avez un importateur, lui, il est bien heureux. À ce moment-là, quelles sont les possibilités pour l'importateur de démontrer que vous avez en place des pratiques appropriées? Fait qu'il y a trois choix que lui peut utiliser. Il peut faire son audit, il peut dire, moi, je vais aller faire une visite, je vais aller faire une visite dans votre pays et je vais aller passer une journée, 2 jours ou une journée dans la visite, regarder vos équipements, regarder vos bâtiments, un peu revoir les contrôles préventifs, regarder le programme de formation de vos employés, quelles sont les matières premières que vous utilisez au niveau de l'entrepôt, au niveau du transport, comment vous fonctionnez, c'est quoi vos points de contrôle critiques s'il y a lieu, et s'assurer justement que ce que vous avez dit que vous feriez, vous l'avez vraiment mis en place. C'est une façon que l'importateur peut décider. Il y a la sélection des fournisseurs certifiés, comme on parlait tantôt de GFSI, le Global Food Safety Initiative. Les éléments sont, vous avez sûrement entendu parler de soit SQF, Safe Quality Food, BRC, qui est British Retail Consortium avec GS. Il y a également FSSC 22000 ou ISO 22000. Pour les produits agricoles, il y a Global Gap, on a Canada Gap, il y a Primus, il y a divers organismes de certification qui peuvent vous permettre, puis ça, c'est l'élément très important que certains importateurs peuvent dire, moi, je n'importerai rien si vous n'êtes pas certifié en fonction des éléments de GFSI. D'autres vont simplement ou plus facilement être accessibles selon vos produits, vont regarder en fonction de la disponibilité des produits sur le marché et de dire, moi, je vais vous demander, au lieu de faire un audit sur place, ils vont vous envoyer un questionnaire.
Et le questionnaire va spécifier exactement les éléments que je vous ai donnés tantôt au niveau des contrôles préventifs. Les bâtiments, le contrôle de la vermine, l'assainissement de vos programmes, quels sont les équipements que vous avez en place. Il pourrait demander des photos. Donc, c'est l'importateur qui va décider un peu basé sur la réglementation parce que lui ou elle doit rencontrer la réglementation canadienne. Et le troisième élément, c'est le choix de fournisseurs situés dans des pays qui ont conclu un accord de reconnaissance de salubrité. Il y a quelques pays, on parle des États-Unis, on parle d'autres pays d'Amérique du Sud, on parle de certains pays d'Europe également, qui ont reconnu, ou le Canada a reconnu comme étant équivalent. Il n'y a pas foule de pays, mais je pense que si vous regardez au niveau de l'audit, la sélection des fournisseurs, et vous pouvez, bien entendu, négocier avec l'importateur de dire, ben, envoie-moi le questionnaire où je peux te fournir les informations basées sur les contrôles préventifs. Et si j'ai des éléments de contrôle critique, cuisson, refroidissement, étalonnage de produits, je peux te fournir les éléments comme quoi que j'ai ça en place. Certains, mais lui, ça lui prend, ou elle, ça lui prend une garantie, comme quoi que ces contrôles-là, c'est le minimum qu'il doit exiger au niveau du fabricant étranger. Donc, si on regarde au niveau comment que vous pouvez démontrer, la prochaine diapo, comment démontrer? Ça vous prend d'abord, et ça, c'est en tout temps une lettre de garantie. L'importateur va toujours, la première chose qu'il va vous demander, c'est une lettre de garantie indiquant le respect réglementaire. C'est une lettre qui va dire, basée sur la loi sur la salubrité des aliments, on est assuré qu'on rencontre les exigences avec un peu le tableau que je vous ai donné tantôt ou le lien là, web que je vous ai donné. Vous complétez ce document-là et vous dites, ben moi, j'ai les contrôles en place, j'ai les contrôles préventifs. On s'est assuré que tout ça, c'est basé sur le codex alimentaire. Et un point important également, c'est de s'assurer, comme je disais, au niveau de la traçabilité. Vous avez un moyen de retracer soit les ingrédients que vous utilisez, les matériaux d'emballage ou les endroits où le lot quotidien a été fabriqué et a été expédié. Deuxième élément, ça vous prend une fiche de spécification. Autant pour l'ingrédient, si c'est un ingrédient, ou le produit fini. On parle de tableau nutritionnel, on parle d'un peu le formulaire du HACCP qui va décrire un peu quels sont les ingrédients, absence d'allergènes, quelles sont les vertus chimiques, le pH d'un produit, et bien entendu, comment vous avez les spécifications, c'est-à-dire comment vous entreposez. Tout ça, ce sont des facteurs qui devraient apparaître sur l'étiquette, mais il devrait avoir une fiche de spécification également. Un certificat d'analyse, ce n'est pas toujours essentiel. C'est basé justement, peut-être que le premier lot que vous allez fabriquer, que vous avez une entente avec l'importateur, lui va vous demander un certificat d'analyse de laboratoire certifié. Et à ce moment-là, basé sur une première élaboration puis de discussion avec vous, il va dire, OK, je suis satisfait du produit. Les taux de danger ou de listeria ou de salmonelle ou de colis sont très, très bas, rencontrent les exigences de Santé Canada au Canada. Donc, ça sera un lot sur 5 que tu devras m'envoyer un certificat d'analyse. Puis une fois que le lien est établi, la confiance est établie, à ce moment-là, on peut aller sur une fois par année ou 2 fois par année. Bien entendu, la lettre de garantie, j'y reviens. S'il y a des changements au niveau du produit, vous devez également, dans la lettre de garantie, spécifier que systématiquement, vous allez en informer l'importateur canadien que s'il y a une modification dans le produit, vous allez l'en aviser également. Finalement, ce qui résume un peu le tout, c'est si vous avez la certification en fonction de la norme GFSI, ça va faciliter, bien entendu, il n'y aura pas de questionnaire autre, parce que la norme, justement, rencontre les exigences des contrôles préventifs, de l'analyse des dangers, les maîtrises des points critiques à ACEP, et ça rencontre en plus les autres exigences, que ce soit la défense alimentaire, que ce soit la gestion de crise ou que ce soit la fraude alimentaire, c'est couvert dans la norme GFSI. Et cela conclut ma présentation. Prochaine étape. Voilà.
Donc, le plancher est ouvert aux questions, aux commentaires. Je suis heureux de répondre à toutes vos questions dans le meilleur de mes connaissances. Thank you, Sure. Yvonne. We do have 10 to 15 minutes for the Q&A. Please write your questions in the chat. Please focus your questions on the webinar so we can answer. So I believe we have one is Pierre Jack. Pierre Jack say, my question is, does the importer, regardless of the volume importer, have to ensure that all aspects of HACCP are respected by the exporter supplier? You can see it in the chat. Can I see the chat or okay? You just click the chat icon and it will open Oui. and you will see that Pierre Jacques has one question here. Actually, he has quite a few. If you scroll a little bit up, we start with Mary Louise and then Oui. Pierre Jacques. Mm-hmm. Oui, je vous entends. Très bien. Oui. 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 OK, merci beaucoup. Oui, M. Pierre-Jacques Ville, la HACCP est basée sur la réglementation canadienne. Donc, si vous regardez à travers les chapitres 47 à 89, peu importe le volume, que ce soit, bien entendu, si vous importez vous exportez au Canada pour la recherche ou pour la retransformation, c'est différent, mais parce que ce n'est pas mis en vente. Mais dès que c'est un produit qui est mis en vente, automatiquement prêt à être utilisé, automatiquement, ça doit rencontrer tous les aspects. C'est-à-dire tous les contrôles préventifs doivent être en place au niveau équipement, au niveau bâtiment. Il n'y a pas question de volume à ce moment-là. La réglementation s'applique, sauf si c'est une importation personnelle. La réglementation ne s'applique pas, mais je pense que votre question vise une importation, peut-être pas à gros volume, mais de façon continue. Ça vous exige d'avoir les contrôles préventifs et ça vous exige d'avoir une évaluation des dangers. Il ne faut pas considérer tout ça comme étant extrêmement difficile. Je pense qu'il s'agit d'avoir des conditions environnementales. Ce qu'on veut, c'est qu'un produit soit salubre lorsqu'il arrive autant chez vous, dans votre pays, autant au niveau canadien. À ce moment-là, ça doit, parce qu'on exige des Canadiens le HACCP et les contrôles préventifs. Donc, on ne peut pas, malheureusement, pour les gens qui disent, ben, moi, j'aimerais ça exporter au Canada, malheureusement, on doit, les transformateurs canadiens exigent qu'on applique la réglementation de façon normalisée. C'est-à-dire autant pour les produits importés que les produits locaux. Donc, ça s'applique, à moins que ce soit moins que 20 kilos, puis que ce soit une importation pour biens personnels, la réglementation s'applique pour tous les produits exportés vers le Canada. La prochaine question, c'est M. Janine, OK. Arturo Rodriguez. We exported to Canadian market with our Ginger Fresh product by air. We would like to expand our portfolio of clients and products. Well, I'll let you talk to TFO, Marie-Isabelle. I would like you to export more ginger, fresh ginger to Canada as well, because I've been to some countries recently in Ghana or other countries, and I like ginger. We're looking for more ginger, but you need to find the importer. This is a key part. There may be options or occasions that you may find some importers into Canada, and you just go and ginger, fresh ginger. Again, you're going to look not from food safety, but it's going to be sometimes either sold as fresh or people will process it. But being sold as fresh, what I said at the beginning, you were looking at sanitary
and phytosanitary issue. Recently, I was working in a country as an advisor for WTO, and the issue is aflatoxin and pesticide residue. So this is something that you must. I've seen rates of up to 200 microgram aflatoxin, mycotoxin in products. So this will be stopped at the border. This is a food safety issue, but like it's got to be clean, no soil, no insects. There was several refusal in the past in the European Union of ginger and chili pepper, and this is what you need to make sure. Your product must be clean, no soil, no residues, no insects free, and then no aflatoxin or aflatoxin must be kind of below 15, I think it is for Canada, and 20 maximum or 5 maximum for European Union. Je suis Pierre, nous pourrons avoir un lien où on peut voir la réglementation Canada. Marie-Louise Bory, avoir un lien où on peut voir la réglementation canadienne, certainement. Elle est sur le site web. Je vais laisser ou je vais envoyer le lien à TFO et eux pourront faire parvenir le lien à tous les participants. Elle est disponible autant la loi que la réglementation, aucun problème. Jose, thank you. Je suis Sorano de Trimeta Agrofood de Madagascar. Je dois quitter. J'aimerais également avoir cette présentation à mon adresse email. I'll leave it to Janine and Marie-Isabelle. Joyce. My name is Joyce from JJJ Agro Growers in Tanzania. Thank you so much. We have a cashew nut. And spices from Tanzania. We are much interested in the Canadian market. We'll appreciate to receive a recording of this presentation, blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Thank you so much. Yes, you will all receive the email with the link to the recorded, and it also will be available on the website at the end of this week. So don't worry, you will have the link and all the information. Sorry, I don't understand French, but we had the English. Right? Sorry, I don't understand. You're muted. Bonjour, bonjour tout le monde. That's it. Any other questions or? Yes, at the very, very end of the chat, Atmand Niambita is asking something about the attained documentation in Canada. The very last one. Okay, where do we attain all those documentation in Canada? On my side, it has been 4 years importing tons of fish and banana, and I've not attained some of the documents you mentioned, or they're supposed to be processed by the importer. Exactly. La responsabilité, or the responsibility, Hatman, is with your importer. He is the person responsible to get the documents. If like letter of guarantee, if that's what you're talking about, preventive, the letter of guarantee is your responsibility, but the importer will tell you exactly. We can provide you some example of what a letter of guarantee should be. But when you're saying that you've 4 years importing tons of fish, you said importing tons of fish and banana into Canada or importing into your countries. So all the the best will be if you can send us like the specific documents you're talking about, send it to TFO, and they will send it to me. I will reply immediately in terms of what types of documents and where should they be coming from. But 99% should be coming from the importer. For CFIA perusal, review, and confirming that you're in compliance. So letter of guarantee
it should be provided by you to the Canadian importer. Canadian importer will respond to any request made by CFIE, the Canadian Food Inspection Agency. Letter, specification, letter or specification, document, again, will have to come from you. This is a little bit of your, nutritional facts that you have on your products and the list of ingredients. Yeah, he's clarifying that it's exporting to Canada. Okay, No, but so okay. this is exporting to Canada, yeah. So this is what you just need. You're exporting like banana. You're gonna have phytosanitary certificate. Fish, it will have to be GM good HACCP and by good manufacturing practices again, but the fish is the same regulation now that it was like years ago before 2012 when we had a different regulation, but there was a specific regulation on fish. Now it is exactly the same. It is what we talked about with the food safety regulations. Okay, So again, it is your importers. If you look at first, the importer must notify for every shipment of fish. This is what he's doing, informing CFIE that it will come. The importer, for sure, right now they will have their license number that they will provide with the bill of lading to say, okay, I am importing, I've got the license from CFIE, and it may or may not be subject to inspection. If it's a frozen product, it will not. It will be kind of a review. Occasionally, CFIE may request a certificate of analysis based on previous shipment, but this will be the notification, this will be the letter of guarantee. Specifications are the 3 key documents. If you will satisfy or make it easier for you, again, it will have to be like going GFSI, and that will remove, or you're still gonna have to provide some documents to confirm. thank you, Vaughn. I think we are at the end. We don't have more questions. There is one about cocoa. It's very general. I invite that person, Jose Luis, to send us an email so we can answer that specific question. I don't see any more. As I said, we will share with you the video, the recording of this webinar. I want to thank Yvonne for the time and this valuable information and the presentation. On the back end, I want to thank Janine to support us to make this webinar run smoothly, and also Joralsi for the interpretation. Thank you so much. Please be always waiting for our invitations and follow-ups us on the media, on the website, so we can keep you updated on new trends and changes in regulations, anything that could happen in the Canadian import market. You all have a good day, good afternoon, good evening, and we hope to see you soon. Bye-bye. Merci.